La rédaction des statuts, toujours dans le titre 3 de mes statuts, nous sommes toujours dans le capital social et encore sur les actions de préférence ou de dépréférence. Donc toujours dans le capital social. Précédemment, on a vu le montant et la répartition du capital avec les catégories d'actions de préférence. Donc on a vu toutes les possibilités, presque toutes les possibilités offertes par l'article 228.11, L228.11 du Code de commerce. Et maintenant, on va voir les décisions justement pour l'émission, le rachat et la conversion des actions de préférence. Rappelez-vous, il est essentiel de prévoir tout ceci à la création des statuts, à la création de la société. Parce que si vous faites une modification de statut, ou même de forme sociale, il faudra l'unanimité pour certaines décisions où vous ne pourrez pas voter éventuellement pour, notamment, convertir une catégorie d'actions en une nouvelle catégorie. Donc, pour ça, je disais qu'il faut prévoir toutes les catégories d'actions possibles, quitte à prévoir leur création des catégories, mais ne pas émettre forcément toutes les actions de toutes les catégories. Donc voici les décisions pour l'émission, la conversion, le rachat. Donc créer les actions de préférence à la constitution de la société. Est-ce que les bénéficiaires de préférence vont-ils pouvoir voter? Est-ce qu'il faut une assemblée spéciale d'actionnaires d'une catégorie d'actions particulière? Et faut-il le contrôle du commissaire aux comptes? Créer des actions de préférence à la Constitution dans les statuts d'origine. Pourquoi? Parce que je n'ai pas à recueillir l'accord des associés en cas de changement ou en cas d'émission dans une nouvelle catégorie. Mais, donc si toutes les créations, si toutes les catégories d'actions sont créées, s'il est prévu dans les statuts les modifications possibles des préférences attachées à chacune des catégories, voilà. Donc, alors les actions de préférence, on va les appeler les ADP, à ne pas confondre, à distinguer des actions à dividendes prioritaires qui n'existent plus. Donc c'est les actions de préférence, ADP. Les modalités de conversion, on va le voir aussi, de modification, suppression, de rachat avec prime. Et est-ce qu'il faut la procédure des avantages particuliers, la PAP, donc avec les rapports du CAC, on va voir que quelquefois il va falloir 1, 2, 3 rapports, et tout ça, pourquoi faire? On va dire ça comme ça, à chaque fois, quelle est l'utilité de ces rapports? Donc j'ai un grand doute sur l'utilité de ces rapports, surtout dans les PME. C'est vrai, si la société est cotée, pour la défense des minoritaires, pourquoi pas, mais là, tous les pouvoirs sont concentrés à mes mains, donc il n'y a pas de protection de minoritaires, et on a vu que le principe d'égalité entre associés, c'est de la daube. Bon. Donc l'intérêt de créer ça à la constitution de la société, à la rédaction des premiers statuts, c'est qu'en plus, il n'y a pas de procédure des avantages particuliers, donc pas de rapport, donc pas de dépenses de rapport et pas de temps non plus pour l'établissement d'un rapport. Alors que si on modifie en cours de vie sociale, la collectivité des associés va devoir décider. Et les bénéficiaires d'actions de préférence ne peuvent pas voter la conversion d'actions en une nouvelle catégorie d'actions de préférence. Et on va avoir la procédure des avantages particuliers avec le ou les rapports du commissaire aux avantages particuliers. Donc, pour contourner l'impossibilité pour certaines, on a vu, transformations d'actions de préférence en une nouvelle catégorie et d'éviter la procédure des avantages particuliers, eh bien, on va tout prévoir à l'origine. On a vu toutes les différentes catégories d'actions, je les nomme, je leur fixe à chaque fois, je leur attribue un droit de vote et un droit financier particulier, et sinon,
La décision doit être prise par la collectivité des associés selon la majorité prévue par les statuts. Et le plus souvent, si les statuts prévoient les AGE, on a vu que les AGO n'existent pas pour la SAS, donc si vous voyez des AGE dans les statuts de SAS, c'est que le rédacteur des statuts vous a imposé des droits de vote particuliers aux AGO, aux AGE. Voilà. Donc, sinon, dans les statuts de SAS, on va transformer ça, les AGO, les AGE rayés de la carte, et on va parler de la collectivité des actionnaires. Voilà. Donc, le L228-12 du Code de commerce, on a vu, L228-11 des actions de préférence, et le L228-12, l'AGE des actionnaires, et puisque comme c'est applicable à toutes les sociétés par action, et notamment la société anonyme, et oui, si une société anonyme, c'est l'AGE, mais sinon, c'est les modalités, selon les modalités de décision prévues par les statuts de la SAS. Voilà. Et vous avez vu, si je prévois que la collectivité des actionnaires de la SAS décide à la majorité des droits de vote pour l'émission et la conversion des actions de préférence et que la catégorie d'actions de préférence que je détiens me donne la majorité des droits de vote, vous avez vu que, voilà, c'est moi qui ai tous les pouvoirs. Et je vais prévoir également les modalités de conversion des actions de préférence. Peuvent également figurer dans le statut. Moi je dis, je les mets. Voilà. C'est incontestable. Et on peut prévoir, et on doit prévoir, on va plutôt, puisqu'on ne doit pas, on n'a pas l'obligation, mais on va prévoir dans les statuts que les actions de préférence sont rachetables. Et qui va décider? Maintenant, ça y est, vous connaissez qui va décider. Donc le principe du rachat. Alors, et si vous ne précisez pas, voilà les lois qui s'appliquent. On peut prévoir la prime de rachat. Deuxième point, est-ce que les bénéficiaires d'actions de préférence peuvent-ils voter? Alors oui, en principe, mais ils sont privés du droit de vote, on l'a vu précédemment, pour la conversion d'une catégorie d'actions en une nouvelle catégorie d'actions de préférence. Mais c'est pour ça que si j'ai prévu toutes les catégories, il n'y a plus de conversion. Ça veut dire que je vais pouvoir imaginer dans les statuts que dans certaines situations, que je vais écrire dans les statuts, un associé qui ne répond pas, par exemple, dont le comportement, par exemple, est contraire aux finalités de la société, vous vous souvenez des finalités de la société, hein? Si ces agissements sont contraires aux finalités de la société, il se trouve que, selon une majorité précisée dans les statuts, les actions de préférence qu'il détient d'une catégorie B deviennent de catégorie Z, par exemple. Voilà. Alors on me dit, ouais, c'est un pouvoir léonin, un pouvoir régalien. Non, dès lors que c'est prévu dans les statuts. La personne est supposée signer les statuts. Alors voici, création d'actions de préférence à la constitution en cours de vie sociale en cas d'augmentation, les bénéficiaires peuvent voter. Conversion d'actions de préférence dans une catégorie déjà créée, les bénéficiaires peuvent voter, mais ils sont privés du droit de vote pour la conversion en une nouvelle catégorie d'actions de préférence. Voilà. Après, je vous précise simplement et je vous fais référence au texte, mais voilà, on a vu le principe précédemment. Modification d'une préférence de catégorie. Ah, tiens, pour une société anonyme, c'est la GE. Vous voyez que c'est vrai que maintenant que, depuis la loi Pacte, les actions de préférence peuvent être introduites dans les statuts de société anonyme, on peut s'interroger sur l'intérêt de la SAS, mais la SAS garde tout son intérêt parce qu'elle n'est pas soumise aux AGO et aux AGE. Donc la liberté est bien plus grande. Donc c'est la liberté statutaire confirmée également par la doctrine et le comité juridique de l'ANSA.
Et enfin, on l'a vu, conversion d'actions dans une nouvelle catégorie d'actions. Les bénéficiaires de cette nouvelle catégorie d'actions sont privés du droit de vote. Alors, en principe, les porteurs d'actions de préférence ou de préférence, eh bien, la loi a prévu des assemblées spéciales d'actionnaires d'une catégorie. Eh bien, cette obligation d'assemblée spéciale n'existe pas pour la SAS. Ah. Le L 225-99 n'est pas applicable à la SAS, donc pas d'assemblée spéciale d'actionnaires de catégorie particulière. Ça allège quand même le formalisme. La fiscalité de la conversion. On m'a soutenu en face. Ah oui, mais là, vous changez de catégorie, c'est la fiscalité. Pas du tout. Oui, si vous changez de catégorie pour une société cotée, en effet, une opération soumise, donc une opération cotée, au contrôle de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, bon, ben ouais, oui, mais la conversion peut bénéficier d'un sursis d'imposition. Mais dès lors que votre société familiale n'est pas soumise au contrôle de l'AMF, bon, eh bien à ce moment-là, il n'y a pas d'imposition de la plus-value. Contrôle du commissaire aux comptes de la société. Alors, là encore, des lourdeurs qui devraient quand même s'alléger. Bon, il y a encore. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des profondes mutations de cette profession-là et qu'on leur a privé de ressources, donc, mais il y a encore des progrès à faire. Dans le bénéfice, bien sûr, du chef d'entreprise, je ne vise que l'intérêt du chef d'entreprise, je suis le protecteur des intérêts du chef d'entreprise, je suis un militant des intérêts du chef d'entreprise. Donc, indépendamment de la procédure des avantages particuliers, il va falloir le rapport du commissaire aux comptes. Je rappelle que dès lors que le code de commerce vous dit c'est le rapport du commissaire aux comptes, c'est celui qui est présent dans la société. Si c'est le rapport d'un commissaire aux comptes, ben c'est un commissaire aux comptes extérieur à la société, et là, il va falloir en nommer un. Donc, concernant l'émission des actions de préférence, concernant la modification des caractéristiques ou des modalités de conversion ou de rachat des actions de préférence, bon, alors, avant de voir ces aspects-là, simplement, je précise que, c'est des lourdeurs, tout ça, ce sont des coûts, mais on va dire que l'absence de rapport du commissaire n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation de l'Assemblée. Mais quand même, on va voir qu'il y a des risques dans certaines situations. L'émission et la conversion des actions de préférence. On a vu, c'est le commissaire aux comptes, le rapport du commissaire aux comptes, dès lors que c'est le commissaire aux comptes. S'il n'y a pas de commissaire aux comptes dans la société, il n'y a pas de rapport. Modification des caractéristiques, c'est le rapport encore du commissaire aux comptes, donc même raisonnement. S'il n'y a pas de commissaire aux comptes dans la société, pas de rapport. L'intervention du CAC de la société, donc l'émission et la conversion des actions de préférence, et dès lors qu'il y a le CAC, bon, eh bien, il y a le rapport indépendamment de la procédure des avantages particuliers. Et donc, on va voir que dans certaines situations, il va falloir 3 rapports. 3 rapports, tout ça pour ça, on va dire ça comme ça. Et des rapports, j'ai rien contre les rapports, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, il faut agir. Bon, mais surtout que ça coûte combien tout ça? On est toujours ici dans les capitales sociales et dans les limites aux actions de préférence. Y a-t-il des limites aux actions de préférence? Donc, les limites, les risques, et enfin, on va voir que la loi a prévu des protections des porteurs de valeurs mobilières donnant accès au capital, mais ça ne va pas nous concerner. Les limites, il n'y a pas de limites, parce que les voici les limites aux actions de préférence. Interdiction ou nullité. De quoi? Des clauses léonines. La clause léonine, c'est celle qui procure un avantage exorbitant. Interdiction ou nullité des clauses purement potestatives. La clause purement potestative, c'est celle qui dépend de la volonté d'une seule personne.
Les clauses, évidemment, si vous dites que toutes les décisions sont prises par Henri Royal, ça c'est une clause purement potestative. Enfin, la décision va être purement potestative. Mais si la décision est prise à la majorité des droits de vote, ça ne dépend pas de la personne. Je ne dis pas rien, moi, si j'ai des actions de préférence de catégorie A qui me donnent tous les pouvoirs et droit à tous les dividendes, ce n'est pas attaché à ma personne. C'est attaché à la catégorie d'action. Tout le monde peut avoir des catégories d'action A. Bon, simplement, dans les faits, non, puisque j'ai des clauses d'agrément, des clauses d'inaliénabilité, des clauses d'exclusion, des clauses de changement de catégorie, tout ça. Interdiction ou prohibition des clauses d'intérêt fixe, ou verser un dividende dans l'absence de bénéfices distribuables, ou l'action sans droit de vote, pas plus de la moitié du total des actions du capital social. Donc vous voyez que, voilà, on peut y aller. On peut y aller, et il faut y aller franchement. Parce que, souvenez-vous, plus je serre la vis au départ, plus je suis susceptible d'ouverture, plus j'ai un potentiel de relations agréables, voire d'amis. Alors que si je fais l'inverse, j'ouvre et je veux fermer, d'abord il me faudra un accord unanime parce que ça va constituer sans doute un engagement, un accroissement des engagements d'un associé, et puis ils vont me dire « ouais, c'est quel facho celui-là, qu'est-ce qu'il veut nous faire faire ?» Non, alors que dans l'autre, alors que j'étais encore facho dès le départ, on va dire « ah, comme il est généreux ». Bon. Donc la prohibition des clauses léonines, celle qui procure un avantage exorbitant, la jurisprudence toujours fait référence à l'article 1844.1 du Code civil. La clause la stipulation, la clause qui attribue la totalité des bénéfices à un associé, ou qui l'exonère de la totalité des pertes, ou qui lui impute la totalité des pertes et qui l'exonère de la totalité des bénéfices, est réputée non écrite. Vous voyez, c'est même pas l'annulation, c'est la clause réputée non écrite. Donc évidemment, je ne vais pas écrire ça. Et d'ailleurs, tout le monde, toutes les actions ont un droit financier. Alors c'est vrai que j'ai certaines catégories d'actions qui procurent 1000 droits financiers, et puis certaines, voire plus, et puis certaines, c'est 0,0,1, 1 millième de droits financiers. Évidemment, voilà, personne. L'article 844, c'est la totalité. Et à chaque fois, c'était la totalité. Bon. La nullité des stipulations purement potestatives, par exemple, là aussi, donc voici un exemple. Je suis seul à décider arbitrairement d'une inégalité, d'enrichir un associé au détriment des autres, par exemple. Interdiction des clauses d'intérêt fixe, interdiction de verser un dividende en l'absence de bénéfices distribuables, et les actions sans droit de vote ne doivent pas représenter plus de 50% de l'ensemble du capital de la société. Voilà. Toc. C'est fini. Donc vous voyez, on peut tout faire pratiquement. Et vous voyez que les actions de préférence ont une force exécutoire bien plus grande que celle des pactes d'actionnaires. Je vois souvent, tiens, oui, surtout dans les opérations de capital risque, on a fait un pacte avec la banque ou l'investisseur, tiens, on a fait un pacte d'actionnaires qui l'emporte sur les clauses statutaires. Ah oui, mais un associé arrive, lui, il n'a pas signé le pacte. Il dit, je suis désolé, mais moi, j'ai rien signé. Ah oui, parce que le signataire, il a signé, et puis il décède. Évidemment, l'enfant, il n'est pas signé, lui. Et puis, il peut y avoir aussi l'entrée d'un nouvel investisseur. Il me dit, attendez, votre pacte, moi, que vous preniez des préférences en votre faveur, moi, je ne veux pas le savoir. On va appliquer la règle statutaire. Donc, méfiance. Voilà. Le pacte ne peut pas contenir des clauses allant à l'encontre des statuts. Et le pacte, sinon, devant la loi, ça va sauter. Et le pacte d'actionnaire n'engage que ses signataires. Toc. Donc, le nouvel associé qui n'a pas signé le pacte d'associé, il n'est pas tenu au pacte. Et les droits pécuniaires, je suis désolé, mais les actions de préférence, ça résulte de la loi. Alors qu'un pacte d'actionnaires, ça résulte de la volonté de leurs signataires. Donc, allez savoir, est-ce que c'est légal tout ça? On ne risque pas forcément l'annulation du pacte, mais la clause réputée non écrite. Alors c'est vrai que le pacte d'actionnaires présente un avantage, c'est la confidentialité. Mais alors, la confidentialité, il faut regarder.
Il ne faut pas se cacher derrière la confidentialité. J'entends, de temps en temps, mais un pacte d'actionnaire, c'est mieux pour la confidentialité. Mais pourquoi voulez-vous une confidentialité? C'est vrai que parfois ça peut exister. Je prends un exemple, ne pas être présent au 31 décembre à la clôture de l'exercice d'une société, ouais, on ne veut pas le faire. Non, mais je plaisante, mais bon, c'est des stratégies un peu curieuses parfois. Mais le plus souvent, qu'est-ce que j'en ai fait? Moi, je suis transparent. Évidemment, je ne vais pas forcément tout dire, mais je suis transparent. Attention, attention, non, oui, enfin, attention. Sachez qu'une action de préférence n'est pas éligible au plan d'épargne en action. Mais quelle affaire? Alors, on me dit, ah oui, mais ça, c'est un inconvénient. Au contraire, c'est un avantage, parce qu'un plan d'épargne en action, c'est nul. Alors, au plan fiscal, c'est mieux qu'une détention en direct, mais une détention en direct de titres, c'est une catastrophe. Simplement, ça fait plaisir à la personne d'avoir des titres en direct et de participer à la vie économique, surtout quand on ne sait pas quoi faire de sa vie. Donc, ouais, j'investis, puis je participe à la vie. Tu parles, vous participez de rien du tout, oui. Mais vous voyez votre titre vivre, alors qu'un fonds commun de placement ou une SICAR, évidemment, vous ne voyez rien, puis il y a des frais cachés, tout ça, mais quand vous voyez, en plus, les frais apparents des titres vifs, quand vous les voyez, c'est lourd, hein, droit de garde, enfin, bref. Donc, méfiance, donc, ouais, bah, pas de PEA, quoi, tout simplement. Pourquoi pas de PEA? Parce que, quand j'ai un PEA, vous allez me dire, il exagère celui-là quand même, les plus-values exonérées. Ouais, mais attendez, souvenons-nous que la fiscalité, le gros de la fiscalité, pour ceux que ça intéresse, la fiscalité, puisqu'on a vu que nous, on ne s'y intéressait pas, mais pour ceux qui ça intéresse, la fiscalité, c'est essentiellement la fiscalité sur la transmission, sur le capital. C'est vrai, impôt sur la plus-value, certes, donc PEA, mais aussi IFI, ISF peut-être à nouveau, et droit de mutation à titre gratuit. Or, un PEA, je n'ai pas transmis. Alors, évidemment, ça peut être intéressant. Je donne à mes enfants qu'ils l'inscrivent dans un PEA. Mais s'ils sont mineurs, c'est le même foyer fiscal. Donc, et comme je leur transmets quand ils sont petits, puisque quand c'est petit, c'est mignon, hein, enfin vous connaissez maintenant la chanson, quand c'est grand, c'est pas vrai. Alors les risques, abus de majorité? Non, pas de risque d'abus de majorité. Pourquoi? Parce qu'il y a éventuellement abus de majorité si trois conditions sont simultanément réunies. 1. La décision est contraire à l'intérêt social. L'intérêt social, je dis, et donc l'objet social, non. Il y a une différence entre l'intérêt social et l'objet social. Mais la décision, elle nuit aux intérêts de la minorité, elle a pour seul but de favoriser la majorité. Ouais. Alors la majorité de quoi? La majorité en capital? La majorité en droit de vote? Je ne sais pas. En tous les cas, la première condition, alors, la décision est contraire à l'intérêt social. Ce désintérêt, on va dire ça comme ça, s'apprécie au moment de la constitution de la société. Or, au moment de la constitution de la société, tout le monde est d'accord, surtout mes enfants mineurs, évidemment. Donc, elle ne s'apprécie pas au cours de la vie sociale. Non. Et la jurisprudence, quand elle est amenée à trancher, et d'ailleurs, ce qui est curieux, c'est que les cas qui lui ont été soumis à la jurisprudence, c'est uniquement pour des raisons d'argent. La clause léonine, celle qui procure des avantages directs des habitants, on ne peut pas imputer les pertes ou l'exonérer de la totalité des profits. On n'a jamais eu encore de décision en ce qui concerne les droits de vote. Alors on va me dire, ouais mais c'est normal, parce que c'est un peu trop tôt. Un peu trop tôt, et dites-moi, la SAS, les préférences, ça date de 2004 quand même. Donc, qui est du retard à l'allumage, certes, mais un retard à l'allumage, on est en 2020, comme ça. 15 ans de retard à l'allumage, je ne peux pas y croire. On ne sait jamais quand même. La fixation de rémunération exagérée, bon, ouais, par les dirigeants, ça n'empêche pas. Mais vous voyez que la rémunération des dirigeants, chez moi, elle est soumise à la majorité des droits de vote.
Je ne vais pas dire que la rémunération du dirigeant est soumise à l'accord du dirigeant. Oui, parce que là, il y a un abus de majorité. Mais si la décision de la rémunération du dirigeant est prise à la majorité des droits de vote, moi, j'y peux rien, moi. Ah oui, tiens, ah oui, bah, je suis majoritaire en droit de vote. Mais attendez, c'est parce qu'il y a des actions de préférence, mais en fait, c'est pas moi, président, qui décide de ma rémunération. Donc voilà la jurisprudence qui décide éventuellement d'un abus de majorité pour l'affectation systématique pendant 20 ans de la totalité des bénéfices à un compte de réserve, par exemple. Le refus systématique de distribuer un dividende. Dans la jurisprudence qui n'est pas de 20 ans, mais qui est de 7 ans. Mais vous voyez qu'on peut priver un exercice, donner un associé, je ne fais pas. Je préfère lui donner 1 euro que lui donner 0, que de rien lui donner. Donc c'est le refus systématique de distribuer un dividende. Et à la rigueur, les associés défavorisés peuvent obtenir la nullité des décisions, mais en aucun cas la nullité de la société. On a d'autres jurisprudences. La mise en réserve systématique des bénéfices, alors qu'aucun intérêt ne le justifie. Il peut y avoir abus de pouvoir ou de voix. Non. Sauf exception, donc une chambre criminelle quand même. Une chambre criminelle, quoi. Donc il n'y a pas. Vous voyez? Donc, dommage et intérêt? Ah non. Annulation de la décision? Ah non, dès lors que tout ça c'est prévu dans les statuts. Sauf si vous allez à l'encontre, bien sûr, de la loi. Là, oui. Dissolution? Non. Donc, allez. Pour vous montrer que, en fait, le risque qui n'existe pas, eh bien, je le renforce parce que le juge peut prononcer la dissolution anticipée de la société en cas de mésentente entre associés, à la condition que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société. Or, on a vu chez moi, il n'y a pas de paralysie du fonctionnement de la société. Les actions de préférence. Évidemment, si vous mettez 50-50, là, il peut y avoir un paralysie du fonctionnement de la société. Protection des valeurs mobilières donnant accès au capital pour mémoire. Alors, c'est vrai que là, ça peut quand même poser quelques difficultés, on va dire, pour créer des préférences en cours de vie sociale. Rédaction des statuts, par exemple. Donc, je reprends l'article L128.11 du Code de commerce. Il peut être créé à tout moment, titre temporaire, permanent, des actions de préférence, assorties de droits particuliers de toute nature. Voilà. Les modifications attachées aux préférences sont décidées. Je mets les modalités de la modification. Et il y a plusieurs catégories d'actions de préférence. Je les nomme. Puis l'action O, c'est l'action ordinaire. Et je prévois, je prévois aussi la répartition des pouvoirs et des dividendes en cas de démembrement de propriété, même si le démembrement de propriété n'existe pas au moment de la rédaction des statuts. Je vais prévoir les transformations des préférences, voire les suppressions des préférences, mais attention à la suppression, ou leur maintien dans certaines circonstances. Oui, c'est très riche. Décision concernant les droits particuliers et leur transmission. Je peux mettre des règles qui... Oui, mais bon, c'est excessif, hein, c'est des suggestions, tout ça. Hein. Les règles qui vont s'appliquer en l'absence, notamment, de décision. Je vais, attention au pacte du trail, les statuts doivent limiter les pouvoirs de l'usufruitier à l'affectation des bénéfices, donc il faut l'écrire dans les statuts. Avant
la conclusion d'un pacte du travail. Voilà, donc un exemple. Il faut se méfier aussi, compte tenu des préférences que j'attribue aux catégories, et si toutes les actions ne sont pas incluses dans le pacte du travail, il faudra que je m'assure que les seuils soient toujours respectés, quelle que soit la composition du capital de la société. Donc j'ai des clauses, par exemple, qui disent que en tous les cas, en aucun cas, les droits de vote ne peuvent descendre en dessous des seuils, des seuils précisés par le dispositif fiscal. En l'occurrence, ici, s'il s'agit du pacte du travail. Alors, je ne précise pas le seuil. Pourquoi? Parce que le seuil, on a vu qu'il peut évoluer.